Gros-Cas et négro-spiritual, quand le catholicisme a toléré le tambour, le protestantisme l'a fait taire. Beaucoup se demandent pourquoi il y a du Gros-Cas en Guadeloupe et pas aux États-Unis où il y a eu aussi un système esclavagiste. L'étude comparée des musiques issues de la diaspora africaine met en évidence une différence majeure. Le tambour occupe une place centrale dans le Gros-Cas guadeloupéen, alors qu'il est absent du négo spiritual américain. Cette différence ne s'explique pas par des héritages africains distincts, mais par des contextes coloniaux et religieux différents. En Guadeloupe, le catholicisme français, malgré son rôle central dans l'ordre esclavagiste, a toléré certains usages du tambour. Aux États-Unis, le protestantisme évangélique a plus strictement interdit l'usage du tambour, le percevant comme une menace spirituelle, sociale et politique. Ces cadres religieux ont conduit à des formes contrastées de résistance culturelle. D'un côté, le maintien et la réinvention du tambour à travers le Gros-Cas, de l'autre, le développement d'une expression musicale centrée sur la voix et le corps à travers le négo spirituel et le gospel. En Guadeloupe, le système de plantation sucrière, fondé sur une exploitation intensive des populations esclavisées, s'est accompagné d'une mortalité structurellement élevée et d'une faible reproduction naturelle. Cette configuration particulière a rendu nécessaire un renouvellement constant de la main-d'œuvre par la déportation forcée d'Africains et d'Africaines jusqu'en 1848. Cette continuité du peuplement, loin d'être secondaire, a constitué une condition déterminante du maintien et de la transmission des cultures musicales africaines, permettant la persistance de systèmes rythmiques, de pratiques tambourinaires et de savoirs musicaux malgré le cadre répressif colonial. Cette donnée démographique a favorisé le développement du Gros-Cas. Premièrement, par la formation de micro-communautés ethniques au sein des habitations. Ensuite, par une transmission intergénérationnelle des techniques instrumentales. Et pour finir, par la persistance de systèmes rythmiques proches des modèles ouest-africains. Aux États-Unis, par contre, après l'interdiction de la traite internationale en 1808, s'est développée une économie reproductrice. La rupture démographique avec l'Afrique a été plus précoce et plus radicale qu'en Guadeloupe. Des États, par exemple, comme la Virginie, pratiquaient un véritable élevage d'esclaves, sélectionnant des individus pour la reproduction, créant ainsi une population autochtone créole d'esclaves dont la connexion avec des cultures africaines spécifiques s'est distendue beaucoup plus rapidement qu'en Guadeloupe. Le catholicisme colonial français a opéré selon une logique de syncrétisme contrôlé. Préoccupé par la conversion formelle plutôt que par l'orthodoxie de la pratique, le catholicisme a toléré, voire instrumentalisé, certains éléments africains réinterprétés. Les tambours progressivement associés aux fêtes des saints catholiques sont devenus des médiateurs culturels dans cet espace de négociation. Cette tolérance relative, bien que
toujours encadré par la terreur du Code noir, a permis l'émergence d'un sacré propre à la Guadeloupe. Le protestantisme évangélique américain, baptiste et méthodiste, a développé, lui, une approche iconoclaste et purificatrice. Cette théologie centrée sur la parole, l'intériorité et le rejet des idolâtries percevait les tambours comme des vestiges païens incompatibles avec la civilisation chrétienne. Cette position s'est doublée d'une paranoïa sécuritaire après la rébellion de Stono en 1739, conduisant à une diabolisation systématique de l'instrument. Les punitions infligées aux personnes esclavisées qui jouaient du tambour ou pratiquaient des rituels musicaux africains aux États-Unis étaient d'une sauvagerie inouïe, visant à éradiquer non seulement un acte culturel, mais toute trace de mémoire collective et de potentiel organisationnel. Les punitions infligées aux personnes esclavisées qui jouaient du tambour ou pratiquaient des rituels musicaux africains aux États-Unis étaient d'une sauvagerie inouïe, visant à éradiquer non seulement un acte culturel, mais toute trace de mémoire collective et de potentiel organisationnel. Cette répression s'inscrivait dans un dispositif de terreur légale qui dépassait la simple interdiction. Dès le XVIIe siècle, les colonies promulguèrent des codes d'esclaves, Slaves Codes, criminalisant explicitement les tambours. Le Virginia Slave Code de 1680 stipulait « Il est interdit à tout esclave de porter un tambour, un cor ou tout autre instrument bruyant ou de se réunir avec d'autres esclaves en quelque lieu que ce soit, sous peine de châtiment corporel sévère. » Ces lois étaient renforcées par des amendements locaux. En Caroline du Sud, le Act of 1740 interdisait même aux Blancs d'enseigner la lecture des partitions ou la facture instrumentale aux personnes esclavisées. Les typologies des punitions pour ceux qui pratiquaient le tambour aux États-Unis étaient multiples. Il y avait les amputations des doigts. Des récits de l'époque mentionnent des cas où les phalanges de joueurs de tambour étaient coupées pour les empêcher définitivement de jouer. Il y avait aussi les brûlures des mains, des châtiments par contact avec des braises ou des fers chauffés étaient infligés spécifiquement sur les paumes et les doigts. Il y avait aussi l'émasculation. Dans les cas où le tambour était associé à des rituels jugés païens ou à des rassemblements nocturnes, des mutilations génitales pouvaient être pratiquées. Il y avait aussi la pratique du fouet jusqu'à l'os, qui était courante, avec des témoignages décrivant des dos transformés en gelée sanguinolente après des séances de 50 à 100 coups de fouet. Il y avait aussi des mises au pilori avec mutilation. Des récits rapportent qu'un joueur de tambour capturé après une tentative de fuite eut les oreilles coupées avant d'être marqué au fer rouge sur le visage. Et puis, il y avait aussi la dislocation des épaules, la suspension par les pouces ou les bras liés dans le dos, provoquant des déchirures ligamentaires permanentes, empêchait toute future pratique instrumentale. Il y avait aussi les supplices psychologiques et collectifs,
Il y avait par exemple la contrainte à détruire son propre instrument. Des propriétaires forçaient les musiciens à briser leurs tambours de leurs mains avant de les fouetter avec les fragments de bois. Il y avait aussi des exécutions rituelles de l'instrument. Des tambours étaient brûlés publiquement lors de cérémonies forcées où les esclaves devaient assister sous peine de châtiment. Il y avait aussi des punitions collectives. Toute l'habitation pouvait être privée de nourriture ou subir des châtiments supplémentaires si un tambour était découvert, créant une pression sociale interne pour la dénonciation. Aux États-Unis, la seule exception notable fut Congo Square à la Nouvelle-Orléans. Sous domination catholique, française puis espagnole, les autorités étaient plus tolérantes, permettant aux esclaves de jouer du tambour le dimanche. C'est précisément pour cela que la Nouvelle-Orléans est devenue le berceau du jazz. C'est l'un des rares endroits où le tambour a survécu. Pour ce qui est de la France, l'article 16 du Code noir, promulgué par Louis XIV, établissait un paradoxe fondamental. Les esclaves ne pourront porter aucune arme offensive, ni de gros bâtons à peine de fouet. Il ne leur sera permis de porter aucun tambour, ni de se servir d'aucune arme, même pour leur divertissement. Cette interdiction absolue était cependant tempérée par l'article 6 qui obligeait les maîtres à permettre le repos du dimanche et des jours fériés. Dans les interstices de cette contradiction, interdiction théorique mais nécessité pratique de divertissement contrôlé, s'est développée une pratique ambivalente du tambour. Pour ce qui est des punitions, quelle était la typologie des punitions sur les habitations guadeloupéennes? Alors, il y avait des mutilations spécifiques aux musiciens. Il y avait, le père là-bas le raconte, brûlure des mains avec de la cire ou de la résine chaude. Le père là-bas raconte comment on versait de la cire de bougie fondue sur les mains des tambouillés capturés lors des rassemblements non autorisés. Il y avait aussi l'arrachage des ongles qui était une punition particulièrement cruelle pour des musiciens. Il y avait l'amputation symbolique. Contrairement aux États-Unis où l'amputation visait l'incapacitation permanente, en Guadeloupe était pratiquée parfois la coupure partielle des doigts, donc des phalanges, comme marqueur définitif. Le supplice du tambour aussi existait. Des récits, notamment dans les mémoires de l'abolitionniste Schellcher, décrivent des cas où l'esclave était ligoté sur son propre tambour avant d'être fouetté jusqu'à ce que son sang imbibe la peau de l'instrument. On peut aussi trouver des enfouissements vivants. Pour les récidivistes ou lors de périodes de tension, la pratique de l'ensevelissement jusqu'au cou avec exposition au soleil pouvait durer plusieurs jours, comme en témoignent les registres de l'habitation La Grivelière en 1821. Et il y avait aussi le marquage au fer rouge sur l'épaule ou sur le front. Mais il y avait aussi en Guadeloupe des répressions collectives et familiales. Il y avait la destruction rituelle des instruments. Les tambours étaient non seulement confisqués, mais brûlés en place publique lors de cérémonies obligatoires où toute l'habitation devait assister. Il y avait aussi
la punition des auditeurs. Dans certaines habitations, les esclaves surpris à écouter des tambours clandestins recevaient la moitié des coups de fouet infligés aux joueurs. On pouvait aussi trouver la vente séparée des musiciens. Une forme de répression particulièrement redoutée était la vente immédiate et séparée des tambouillés, brisant ainsi les liens familiaux et communautaires d'organisation et de transmission de cette musique. Contrairement aux États-Unis où l'interdiction était absolue et permanente, la Guadeloupe connut des phases de tolérance stratégique. Pendant la période de récolte, les propriétaires autorisaient parfois des séances de tambour pour augmenter la productivité pendant les récoltes de canne, pratique observée par l'agronome Jean-Baptiste Dutertre en 1667. Il y avait aussi les fêtes catholiques. Le syncrétisme permis par l'Église catholique permettait au tambour d'accompagner certaines processions, créant des espaces de pratique légitimes. Et il y avait la stratégie de soupape de sécurité. Certains maîtres toléraient des rassemblements musicaux surveillés pour éviter des révoltes beaucoup plus dangereuses. En Guadeloupe, où la topographie montagneuse et la densité de population noire rendaient la surveillance totale par les maîtres difficile, les maîtres américains, eux, craignaient par-dessus tout la coordination entre plantations, ce qui a conduit à des formes de contrôle excessivement strictes des regroupements et des pratiques collectives. C'est dans ce contexte que s'inscrit la création du lérose nocturne, une pratique développée dans les camps de marrons avant d'être progressivement intégrée dans les zones habitées. Cette conservation a été rendue possible grâce à la géographie insulaire permettant l'existence d'espaces de pratique autonomes, notamment les léroses dans les campagnes. La faible surveillance dans les habitations éloignées, ainsi qu'une transmission familiale assez imparfaite des savoirs instrumentaux, a permis d'assurer la continuité de la pratique du tambour dans le temps en Guadeloupe. Face à la tolérance catholique, les esclaves guadeloupéens ont développé une résistance par conservation et camouflage. Le gros cas est né de cette dialectique. Cryptage des messages dans le chant, persistance de la polyrythmie, camouflage des pratiques dans le cadre de fêtes catholiques, notamment les fêtes patronales, création d'espaces autonomes, léroses, camps marrons. Face à l'interdiction protestante absolue d'utilisation du tambour, les Africains américains ont inventé une résistance par transformation et transfert. Il s'agit d'un cryptage culturel où les polyrythmies africaines sont internalisées dans le corps. La pulsation est transférée à la voix. Les instruments européens sont réappropriés selon des logiques africaines. En Guadeloupe, aujourd'hui, le gros cas, patrimoine de l'UNESCO depuis 2014, est un marqueur identitaire total. Pourtant, la fracture religieuse historique persiste. Les églises protestantes, adventistes, évangéliques, témoins de Jéhovah, maintiennent en Guadeloupe une méfiance théologique envers le tambour et le tiennent à distance de leur culte, perpétuant l'héritage protestant de rejet des racines africaines de leurs pratiquants. Pour ces communautés, le gros cas reste associé à des pratiques païennes, à une spiritualité non chrétienne, voire à des formes de possession
incompatibles avec leur conception du sacré. Encore actuellement, ces églises protestantes en Guadeloupe n'intègrent quasiment pas le grouka dans leur pratique musicale. Beaucoup d'entre elles ont un répertoire de louanges exclusivement sous forme de gospel, souvent en anglais, allant jusqu'à constituer des chorales à l'identique des églises afrodescendantes des États-Unis. Cette persistance du rejet illustre comment les habitus religieux survivent aux contextes historiques qui les ont engendrés. Aux États-Unis, le gospel contemporain a largement intégré les instruments, batterie, orgue, piano, mais conserve la primauté vocale héritée de cette histoire. L'ironie historique est que les églises évangéliques produisent aux États-Unis encore aujourd'hui certains des meilleurs batteurs, comme si l'instrument, après avoir été interdit, reprenait sa place par la porte de la louange chrétienne. Alors cette comparaison entre les conditions de naissance du grouka et du négro spirituel révèle comment des régimes religieux différents ont généré des identités musicales distinctes. Le catholicisme, par sa tolérance relative et son syncrétisme, a permis la conservation-réinvention d'un instrument africain au sein de la société guadeloupéenne. Le protestantisme évangélique a exercé une violence symbolique extrême sur les expressions culturelles des populations réduites en esclavage, en encadrant avec violence les corps, les sons et les formes du sacré. L'interdiction du tambour, perçue comme une menace pour l'ordre moral et social, ne visait pas seulement une pratique musicale, mais un mode d'organisation collectif, de mémoire et de transmission. L'interdiction du tambour, perçue comme une menace pour l'ordre moral et social, ne visait pas seulement une pratique musicale, mais un mode d'organisation collective, de mémoire et de transmission. De nos jours encore, la méfiance des églises protestantes guadeloupéennes envers le grouka témoigne de la longue durée des habitus religieux et de la manière dont les conflits historiques sur la légitimité du sacré continuent de structurer les rapports à la culture et à l'identité. Cette doctrine religieuse n'a pas effacé la culture, mais l'a contrainte à se déplacer et à s'incorporer. Le rythme s'est logé dans la voix, les frappes des mains, les balancements du corps et les formes vocales collectives. Là où le catholicisme a toléré et encouragé certaines médiations instrumentales, le protestantisme a imposé une survie culturelle sous contrainte, faisant du corps et du souffle des espaces à la fois dominés et résistants.